Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV et nous sommes dans l'émission Le Coin des Bouquins. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Louis Abrassard et on va parler de son dernier bouquin, c'est ça? Avec plaisir, Pratiquer les chakras. Pratiquer les chakras. Voilà. Bon, avant de commencer, Jean-Louis, pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais en quelques mots dire qui tu es, d'où tu viens, ton parcours, quoi, puis comment tu en es arrivé là? Alors, mon parcours s'est fait d'une suite d'expériences, je peux dire. Parce que moi, j'ai eu une formation complètement différente. Je suis ingénieur de formation, en plus ingénieur dans une branche, la physique nucléaire, qui est une branche extrêmement rigoureuse et cartésienne. Et en même temps, j'ai toujours eu une grande interrogation, même jeune, sur le sens de la vie. D'accord. Et en même temps que je poursuivais mes études d'ingénieur, j'ai commencé une formation de professeur de yoga. Ah oui, effectivement. Cette formation de professeur de yoga m'a amené à m'intéresser beaucoup aux philosophies orientales. Comme en même temps, dans le même ordre d'idées, j'étais vraiment passionné par la recherche, j'avais engagé une psychanalyse. Enfin, tout ça aboutit à un changement de vie où j'ai travaillé très peu comme ingénieur. Et très vite, je me suis orienté dans une autre voie et que, à l'époque, on qualifiait le développement personnel. Donc le yoga, j'ai fait des formations de massage, des formations de psychothérapie, tout en enseignant le yoga qui était mon moyen de vivre. Et un point crucial, c'est quand j'ai découvert le massage. Parce que quand j'ai découvert le massage et tout ce que je pouvais faire avec mes mains, ça a été vraiment une révélation. Après, ça a débouché sur la guérison, mais le point de départ, c'est vraiment ça. Que je peux aider l'autre et je peux l'aider avec mes mains. D'accord. Voilà. C'était quel type de massage? Alors, j'étais un des premiers à développer ce qu'on appelait à l'époque le massage californien, c'est-à-dire le massage de détente, ce qui a donné ce qu'on appelle maintenant le massage bien-être. Et puis mon professeur de yoga pratiquait le shiatsu, donc j'ai appris le shiatsu, la réflexologie plantaire. Et le second point, quelques années ensuite, en pratiquant le yoga, en commençant à pratiquer le massage, je me suis rendu compte que dans le massage, il se passait énormément de choses. Bien sûr. Déjà d'un point de vue psychologique, c'est-à-dire que les personnes ont énormément besoin de parler, de se livrer. Et d'un point de vue énergétique, c'est-à-dire que moi, il y avait des massages que je faisais, j'étais complètement crevé. Après, d'autres, j'étais en pleine forme. En même temps que je massais, j'avais quelquefois des images intérieures, des intuitions. Je ressentais ce que j'appelle maintenant des phénomènes énergétiques tout à fait curieux, l'envie d'aller à un endroit du corps, des sensations extrêmement particulières et à l'époque un peu bizarres pour moi. Et donc ça m'a amené à créer, ça a été après l'activité d'une très grande partie de ma vie, à créer une méthode que j'ai appelée la relation d'aide par le toucher, qui combine le massage, des techniques de massage, de la psychothérapie et de la guérison énergétique. Voilà, c'était une technique globale que j'ai mis au point petit à petit, que j'ai commencé à enseigner, et que j'ai continué à enseigner pendant 30 ans. Et je l'ai transmis il y a 5 ans à mes collaborateurs, je l'ai transmis complètement pour me consacrer maintenant uniquement pratiquement à l'écriture. Alors parallèlement, j'ai continué mes recherches, j'ai beaucoup fréquenté pendant des années les lamas tibétains, que je connais très bien, que j'ai contribué à aider à s'installer en France, à créer un centre dans le Morvan. Et c'est aussi une démarche qui m'a énormément enrichi personnellement, la méditation, et j'ai approfondi beaucoup la guérison énergétique, et surtout le travail intuitif. Voilà, j'ai été marié avec Judith J, qui était une spécialiste de l'intuition pendant quelques années. On a travaillé ensemble, on a enseigné ensemble. J'ai eu toute une période extrêmement riche de channeling qui m'a beaucoup inspiré et aidé. Et voilà, ma vie a été faite de... Tu as été confronté au channeling ou tu as fait toi-même du channeling? Alors c'était extrêmement curieux. Judith J, qui était ma femme à l'époque,
un jour m'a fait un channeling, et puis on a, alors c'est pas une petite histoire, on a décidé d'enseigner un stage ensemble, et alors ce stage ça avait complètement mal débuté, comme quelquefois le destin nous pousse dans une voie, et les gens sont arrivés, on n'était absolument pas d'accord sur ce qu'on allait faire. D'accord, donc c'était vraiment difficile. On s'est dit, bon, on envoie les gens se promener une demi-heure, ils ne savaient pas bien où ils étaient tombés, et puis on se recentre et on médite un moment ensemble pour voir ce qu'on a envie de faire. Et là, elle a commencé à me dire, ben écoute, moi j'ai l'intuition qu'on pourrait faire ça, et d'un seul coup j'ai entendu une voix qui me parlait à l'intérieur de moi, et qui m'a dit, ben, vous pourriez faire ça, ça et ça. Et mon expérience de channeling, elle a commencé comme ça, d'une manière un peu abrupte, très curieuse, parce que moi j'étais pas du tout habitué à ce genre de phénomène. Et puis petit à petit, ben, c'est quelque chose qui s'est énormément enrichi, jusqu'à être vraiment pendant quelques années un channeling en permanence. J'ai animé des stages en étant channeling de 9h du matin quand on débutait le stage jusqu'à 20h le soir. Donc, mais c'est un phénomène extrêmement prenant, délicat en même temps à vivre, qui m'a aussi fait beaucoup réfléchir. Mais toute une partie des informations qui sont dans ce livre Pratiquer les chakras sont des informations que bien sûr j'ai vérifiées ensuite par la pratique, mais qui ont été nourries par ce channeling. D'accord. Alors quand tu fais du channeling, c'est toujours avec la même, on va dire, entité, même si le mot n'est pas juste, ou ça peut varier? Alors c'était ce qu'on appelait nous le channeling, on l'a reçu comme ça, des guides de lumière. Donc il y a eu plusieurs entités, mais qui étaient spécialisées. On avait un guide qui s'occupait des programmes, de nous donner les programmes de stage, et de me donner ensuite les programmes de stage, dictés du matin au soir, ce qu'il fallait faire dans la journée avant le stage. Après des considérations beaucoup plus générales, et puis des guides qui venaient aussi un peu en fonction de l'ambiance, en fonction de ce qui se passait pour les personnes, qui étaient plus reliés aux personnes qui participaient au stage. Donc, et après, j'ai vu que le channeling était une capacité que l'on développe à l'intérieur de soi, et que ça n'était pas lié au guide, ou à ce que tu appelles l'entité, je préfère appeler au guide, qui parlait. D'accord. Tu vois, et moi je me suis retrouvé, j'ai été pendant plusieurs années travailler aux États-Unis régulièrement, et je me suis retrouvé dans des églises évangéliques où j'étais invité, et je me suis entendu, j'ai été pris par ce qui se passait, je me suis entendu faire du channeling dans le cadre de l'église, en direct, à ma plus grande stupeur. C'est pour ça que je dis que ça pose beaucoup de questions. Moi je suis un esprit cartésien, c'est délicat à pratiquer, à expliquer, mais je me suis entendu dire Dieu vous dit que, et j'étais effaré moi-même de cette expérience. D'accord. Voilà. Dans les petites anecdotes. Oui, mais c'est bien, c'est ce qui fait l'intérêt de ce type de découverte, c'est justement les petits... Alors, revenons à la pratique des chakras. Donc, la pratique des chakras, c'est ton dernier bouquin, tu viens de l'écrire. Oui, il est sorti en février. Alors, bon, je vais poser une question méchante, mais pourquoi un livre de plus sur les chakras? Alors, pourquoi un livre de plus sur les chakras? Alors, tout en restant modeste, beaucoup de livres que je lisais sur les chakras, je trouvais que c'était un peu des copies de livres qui avaient été faits avant, c'était des éléments de la tradition qui étaient repris, ou alors je voyais des livres où il y a 12 chakras, voilà, donc il y a plusieurs écoles. Il y a vraiment beaucoup d'écoles différentes sur les chakras, et je trouvais que ça demandait vraiment à faire énormément confiance aux personnes qui l'écrivaient,
parce que à la fois c'était le récit de leur expérience personnelle, mais j'avais l'impression que c'était une expérience qui était livrée un petit peu brute, qui n'était pas très élaborée, si je puis me permettre de dire ça, sans jugement, hein, juste par perception. Et moi, même si j'avais reçu, d'abord j'ai étudié les chakras dans le yoga, j'avais vu donc ce point de vue traditionnel. Déjà chez les Tibétains, les chakras sont vus d'une manière assez différente hein, dans la méditation tibétaine. Et puis ensuite j'ai eu des informations en channeling. Et tout ça, moi, j'ai voulu le vérifier. Bien sûr. Donc, je l'ai vérifié avec des patients, je l'ai vérifié en pratiquant beaucoup la méditation pour moi, je l'ai vérifié en enseignant. Et donc, petit à petit, c'est construit quelque chose qui s'est quand même, avec les années, épuré et qui a pris, dans lequel il y a une logique. Moi, ce que j'essaie de faire dans ce livre, c'est de montrer que les chakras, il y a une grande logique là-dedans. Et que ça permet que c'est pas juste un domaine à part, que c'est pas juste en plus de la psychothérapie, en plus des méthodes corporelles, de soins, etc. Mais que les chakras, si on approfondit un petit peu la recherche, ça peut inclure tout ça. Bien sûr. Voilà. Donc c'est en fin de compte une sorte de lien, si on parle en cuisine, de lien entre les différents ingrédients. C'est ça, c'est-à-dire que au travers des chakras, ça peut ouvrir sur la guérison physique, sur la psychothérapie, sur la spiritualité, que dans les chakras, on peut vraiment regrouper tout ça. D'accord. Et puis surtout qu'ensuite, les personnes, que les chakras, c'est pas du tout quelque chose d'ésotérique, c'est juste que c'est j'appellerais ça une structure énergétique, disons que c'est quelque chose qu'on peut mettre en œuvre par soi-même, que c'est énormément pratique, que quand à chaque instant, toi en m'écoutant, moi en te parlant, nos chakras sont mobilisés et que suivant comment ils sont mobilisés, ça va déterminer ce qu'on est en train de vivre ensemble, ce qui va passer aux personnes qui vont regarder cette interview, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est là au niveau pratique. Dans le livre, moi, je me suis attaché vraiment à la pratique. Et les chakras, c'est pas fait pour planer. Oui, voilà, c'est pas fait. C'est vraiment quelque chose qui s'inscrit complètement dans la vie quotidienne, à mon sens, et qui est une manière de donner énormément de cohérence à notre vie quotidienne, d'avoir des points de repère, de très vite, quand on va pas bien, savoir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, sans analyse. D'accord. Sans avoir besoin de s'interroger sur les causes, etc. Voilà, c'est le moteur, entre guillemets, bien sûr c'est un peu trivial comme le moteur ne fonctionne pas, ben c'est telle pièce qui ne va pas, c'est là qu'il faut regarder, puis si on regarde là, hop, on fait un petit quelque chose, et puis hop, et ça repart. Ça repart, d'accord. C'est en fin de compte une approche du XXIe siècle. Oui, je crois qu'on ne peut plus faire autrement. Voilà. Je crois que... c'est pas pour mettre en cause tout ce qui a été écrit précédemment, mais c'est vrai qu'on ne peut pas non plus adhérer à un fonctionnement d'il y a quelques dizaines de siècles. Oui, et puis surtout c'est évolutif. Oui. C'est-à-dire que moi je dis, bon ben voilà, moi c'est là où j'en suis avec les chakras, j'essaie de montrer comment c'est une cohérence avec le corps énergétique, comment ça s'intègre, etc. D'autres le perçoivent autrement, mais tout ça va aller dans le même sens. C'est encore une recherche, les chakras c'est encore un domaine, l'énergétique qui est très mystérieux. On n'est qu'au début d'une compréhension. Dans l'introduction, j'ai voulu comparer ça à des cartes. C'est-à-dire quand on découvre un pays, il y a des premières cartes, alors elles sont un peu sommaires, etc. Je compare ça à la découverte de l'Amérique. Bon, il y avait les cartes des Indiens qui vivaient sur place, mais elles servaient pour les Indiens. Puis après, il y a les cartes des chercheurs d'or, il y a les cartes de ceux qui ont fait le chemin de fer, etc. Et puis en réalité, maintenant,
ben voilà, il y a une carte de l'Amérique qui peut servir à tout le monde. Bien voilà, sûr. et ben c'est pareil, moi c'est une carte qui peut permettre de s'orienter dans les chakras pour être mieux et pour la guérison. D'accord. Alors si on parle un peu de la structure que tu utilises, moi ça fait des années que j'ai étudié les chakras et que j'enseigne aussi, et j'ai toujours appris qu'on travaillait premier chakra, deuxième chakra, parce que si tu commences à travailler par le deuxième et que le premier n'est pas, entre guillemets, ouvert, guéri, soigné, comme appelle-le comme tu veux, et ben ça ne fonctionne pas et que ça va crescendo comme ça. Dans ton bouquin, c'est une approche complètement différente. Alors c'est une approche, oui. Alors pourquoi cette approche différente? Oui. D'abord parce que pour moi les chakras s'inscrivent dans une structure beaucoup plus large qui est le corps énergétique. D'accord. Et ce corps énergétique, je l'explique très en détail mais je vais le résumer, il est lui-même construit sur 3 éléments. La connexion avec le ciel, qui va se faire ensuite par le chakra 7, la connexion avec la terre, qui va se faire par le chakra 1, bien sûr. et ça c'est la circulation de l'énergie entre la terre et le ciel dans le corps énergétique, et puis ce que j'appelle le cœur, qui n'est pas tout à fait le chakra du cœur, qui est le centre du corps énergétique, qui est si on veut le siège de l'âme, si on parle un peu comme ça, mais disons de notre essence, voilà. Moi j'appelle ça la balance. Voilà, mais qui en même temps nous permet de communiquer, qui est terre-ciel, c'est l'axe vertical, le cœur c'est le plan horizontal. C'est ce qui nous permet aussi d'être en contact avec les autres et avec le monde environnant, par exemple avec les énergies de la nature. Donc il y a cette structure du corps énergétique et les chakras se rajoutent à cette structure du corps énergétique. Et dedans on retrouve le 7e, le premier, on retrouve le cœur, le chakra du cœur qui est directement en connexion avec le cœur, avec ce centre, et puis entre eux on a des chakras intermédiaires. Voilà. Et donc pour moi il va y avoir un ordre de travail, même si cet ordre est relatif, puisque par exemple dans la guérison se fait beaucoup à l'intuition de ce qu'on perçoit chez les personnes, mais c'est important pour moi de travailler d'abord sur le chakra du haut, donc ce qu'on appelle le 7e chakra, et j'ai pas voulu déroger à la règle, là je vais faire une parenthèse, mais sinon moi je les aurais nommés dans l'autre sens. Parce qu'à mon avis l'énergie elle descend, elle s'incarne de plus en plus au travers des chakras. La connexion avec le ciel, qui va se faire ensuite par le chakra 7, la connexion avec la terre, qui va se faire par le chakra 1, bien sûr. Et ça c'est la circulation de l'énergie entre la terre et le ciel dans le corps énergétique, et puis ce que j'appelle le cœur, qui n'est pas tout à fait le chakra du cœur, qui est le centre du corps énergétique, qui est si on veut le siège de l'âme, si on parle un peu comme ça, mais disons de notre essence, voilà. Moi j'appelle ça la balance. Voilà, mais qui en même temps nous permet de communiquer, qui est terre-ciel, c'est l'axe vertical, le cœur c'est le plan horizontal. C'est ce qui nous permet aussi d'être en contact avec les autres et avec le monde environnant, par exemple avec les énergies de la nature. Donc il y a cette structure du corps énergétique et les chakras se rajoutent à cette structure du corps énergétique. Et dedans on retrouve le 7e, le premier, on retrouve le cœur, le chakra du cœur qui est directement en connexion avec le cœur, avec ce centre, et puis entre eux on a des chakras intermédiaires. Voilà. Et donc, pour moi, il va y avoir un ordre de travail, même si cet ordre est relatif, puisque par exemple dans la guérison se fait beaucoup à l'intuition de ce qu'on perçoit chez les personnes, mais c'est important pour moi de travailler d'abord sur le chakra du haut, donc ce qu'on appelle le 7e chakra, et j'ai pas voulu déroger à la règle, là je vais faire une parenthèse, mais sinon moi je les aurais nommés dans l'autre sens. Parce qu'à mon avis, l'énergie, elle descend, elle s'incarne de plus en plus au travers des chakras. Et donc, en réalité, le premier, c'est le 7e. Mais, j'ai pas voulu déroger, et on peut en discuter, c'est pas une chose très importante. Non, c'est pas important. Voilà. Mais le premier, c'est la connexion. On peut aussi dire que l'énergie qui vient de la Terre monte. D'où l'utilité de la balance, donc le cœur, qui va
stabiliser ce qui vient d'en haut et ce qui vient d'en bas, quoi. C'est ça. Alors pour moi, l'énergie, au départ, elle descend, on s'incarne. D'accord. L'énergie de la Terre, c'est elle qui donne le cœur, qui fait l'énergie de la Terre monte, et dans le cœur, les énergies du ciel et de la Terre se rejoignent pour donner naissance à l'être humain. J'aime bien. Mettre notre essence, qui vient d'ailleurs, dans un corps qui vient de la Terre. D'accord. Voilà. C'est un peu, voilà, c'est pour ça que pour moi, il y a cette spirale du cœur qui est absolument merveilleuse. Et donc, d'abord travailler, si on veut avoir un protocole, dans le 7e chakra, ce 7e chakra qui va permettre la connexion. De mon expérience, si la personne n'est pas reliée, si elle est vraiment très coupée au niveau énergétique, elle ne peut rien recevoir et elle peut difficilement aussi recevoir de l'aide. Oui. Ensuite, le premier chakra, parce que c'est par là aussi où la personne va s'enraciner et elle va pouvoir, dans la terre aussi, la terre c'est pas seulement de l'énergie qui monte, c'est aussi une connexion pour éliminer tout ce qui a besoin d'être éliminé. Et puis le cœur pour qu'elle soit en contact avec elle-même et avec le thérapeute, puis si, avec le guérisseur, pour qu'elle s'approprie aussi cette décision. D'accord. Voilà. Et donc ça, pour moi, c'est des chakras fondamentaux. Les autres sont des chakras intermédiaires. D'accord. Voilà. Okay. Bon. Ok. Combien d'années de travail? Eh ben, écoute... résumé dans voilà, disons... depuis 95, vraiment complètement dans la guérison. Et ben, ma recherche, sinon, c'est un peu toute ma vie, quoi. Oui, bien sûr. Alors, j'ai remarqué aussi que les dessins que tu utilisais étaient simplifiés. Il y a les dessins qui représentent chacun des chakras, qui sont standardisés depuis la nuit des temps, qui viennent souvent de l'hindouisme, enfin des cultures asiatiques. Toi, tu utilises des représentations différentes, mais j'aurais tendance à dire simplifiées. Oui, pour moi, ce qui est important, c'est que les chakras soient très accessibles. Ouais. Donc, dans la tradition du yoga, la tradition de l'hindouisme, on a des dessins des chakras. Ouais. Ces dessins avec des pétales, etc. Ces dessins, pour moi, ils sont symboliques. Ouais. Ils ne représentent pas les chakras. D'accord. Après, il y a un livre des années 50 qui s'appelait La puissance du serpent. Ouais. On a d'autres dessins plus imaginaires des chakras, qui essaient de donner plus une sorte de perception de ce que les gens peuvent percevoir dans les chakras. Mais ces dessins symboliques, d'abord, il y a une chose très importante que je voudrais dire là, c'est qu'on a l'habitude de voir les chakras comme des roues superposées dans le corps. Ouais. Ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que chez les Tibétains, on apprend que les chakras sont des disques plats. Ouais. Avec des rayons qui partent, qui correspondent aux pétales. D'accord. Voilà. Et en réalité, j'ai eu la réflexion un jour en parlant avec quelqu'un des langues orientales. Il m'a dit, mais c'est normal parce qu'en Inde, on ne connaît pas la perspective. Les dessins indiens sont faits sans perspective. Donc, c'est normal d'avoir représenté verticalement, pour qu'on puisse les voir, des cercles qui, en réalité, ne sont pas vraiment verticaux. D'accord. Et donc, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'associer au chakra des dessins qui sont parlants. Alors, bien sûr, qui m'ont parlé à moi à un moment, chacun pourrait adoser, mais qui représente pour moi l'énergie du chakra telle qu'elle est en œuvre dans la vie. Donc c'est une proposition de dessin, ce ne sont pas du tout des dessins que j'ai reçus par inspiration. J'avais un ami qui faisait des mandalas, qui s'appelait Jean-Michel Plazé, qui m'avait demandé d'intervenir auprès des éditions Très Daniel pour faire paraître un livre de mandalas. Et en regardant ce mandala que je trouvais fantastique, je me suis dit, mais ah oui, vraiment, ça me parle par rapport à ce chakra. D'accord. Voilà. Ensuite, j'ai expérimenté, je les ai proposés à mes élèves, on a travaillé avec, etc. Puisqu'on en avait plusieurs pour chaque chakra. Puis finalement,
on en a trouvé 7 qui pour moi représentent l'énergie du chakra et qui sont parlants actuellement d'une manière, comme tu dis, plus simple que les dessins symboliques de l'hindouisme. Pour moi, ce qui est important, le chakra, c'est un monde intérieur. Quand on va dans un chakra, on réveille des connexions intérieures, on révèle tout un domaine imaginaire, des images intérieures, en plus de, bien sûr, toutes les autres fonctions du chakra. Et donc, pour moi, un dessin d'un chakra, il doit appeler cette énergie et cette imagination. D'accord. Voilà. Ok. Bien. Ok. Quoi dire de plus? Est-ce que ce que je te dis te pose des questions? Non, ça me pose pas de questions, ça me paraît tout à fait clair. Moi j'aime bien ton approche qui est, je l'avoue, qui est un peu nouvelle pour moi, puisque moi je suis plutôt dans la tradition. Tradition. Oui, de la montée des chakras. C'est ça. C'est une tradition qui est très présente dans le yoga. Enfin bon, moi je suis pas yoga, moi je suis druide, donc celte, et dans l'enseignement celtique, on utilise aussi les chakras, et on les utilise aussi de la même manière dans ce crescendo. Et donc cette approche-là est nouvelle pour moi, et je trouve que c'est cohérent. Donc moi je fonctionne énormément à l'instinct, donc ou ça me parle ou ça me parle pas. D'accord. Voilà. Donc je suis capable de faire une interview avec quelqu'un qui a écrit quelque chose qui ne me parle pas spécialement, mais bon, c'est nouveau, faut en parler, c'est bien. Mais c'est quand même plus sympa quand c'est quelque chose que je reçois en me disant « Ah ouais, ok, c'est bien hein. ». Voilà. Donc voilà, j'adhère complètement, et je dis pas que je vais pas... je le dis d'ailleurs, je vais certainement remodeler certains de mes stages avec quelques idées que je vais te piquer parce que je trouve ça génial, quoi. Oui, puis voilà. Je te le dis carrément. Voilà. Et alors, bien sûr, et quand une personne prend l'habitude des chakras, comme on peut le faire quand on est dans l'aide et on est dans les soins, comme tu disais tout à l'heure, on travaille énormément avec l'intuition. Complètement. Voilà. Donc on peut tout à fait commencer avec un chakra et puis ensuite aller vers un autre. Mais bon, moi j'ai remarqué, il y a des polarités. Les chakras se répondent un peu les uns les autres. Et ce que j'ai souvent constaté, c'est qu'il y a dans une personne 3 chakras qui regroupent ses problématiques physiques et ses problématiques de vie et les questionnements intérieurs qu'elle peut avoir. D'accord. Alors, moi par exemple, je ne dis pas que les chakras sont ouverts ou fermés. D'accord. Parce que pour moi, un chakra, c'est pas comme une boîte de conserve, c'est pas ouvert ou fermé. C'est entre guillemets, c'est comme un organe subtil. On ne dit pas l'estomac, il est ouvert ou fermé. Fonctionne plus ou moins bien. Oui, c'est ça. Voilà. Mais c'est ce qu'on veut dire. Hein. Voilà. Un chakra, il fonctionne plus ou moins bien. Il est moi je dis en excès ou en vide. Hein, c'est bien ça. J'ai fait aussi beaucoup d'acupuncture. Excès ou vide. Donc il est en excès ou en vide. Et donc souvent, les personnes ont un chakra en excès. C'est celui dont on est... Chacun, quand on a un chakra en excès, c'est celui qui nous pose des problèmes dans la vie. Celui qui, par exemple, nous fait plus que nous mettre en colère, etc. C'est celui où les problèmes se manifestent dans ce chakra-là. D'accord. Après, quand on s'interroge sur soi-même, on s'aperçoit que derrière ce chakra en excès, il y a un chakra en vide. D'accord. Qui en réalité crée l'excès. D'accord. Je me mets en colère parce qu'il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose souvent ailleurs. Voilà. Donc ça nous détermine déjà 2 chakras. D'accord. Et là-dedans peut se faire tout un processus, je dirais presque analogue à celui de la psychothérapie, c'est-à-dire un processus pour aller mieux dans sa vie. D'accord ? Mais aller mieux dans sa vie, est-ce que c'est le sens de la vie ? Ah, ça c'est une bonne question, ça. Voilà. Beaucoup de gens veulent aller mieux dans la vie, mais est-ce qu'ils sont dans la vie qui leur correspond? Oui, tu veux dire c'est peut-être pas la peine de s'améliorer sur une vie qui n'est pas pour nous, quoi. Ça veut dire que je peux résoudre un certain nombre de problèmes dans ma vie, mais reste la question du sens de ma vie. D'accord. Qui est une question sous-jacente, qui est encore cachée derrière ces problématiques.
On peut vouloir résoudre les problématiques ou ramener des problématiques ou des difficultés de vie ou des questionnements à une question fondamentale qui est: est-ce que je suis vraiment dans ma vie? Est-ce que je suis... Quel est le sens de ma vie? D'accord. Et ça correspond souvent à un troisième chakra qui ne se manifeste pas, où il y a un vrai enjeu et qui va déterminer pour moi tout le reste. D'accord. Voilà. Ok. Alors, on va aborder le sujet autrement. Moi, je connais rien en chakra, j'en ai même jamais entendu parler. Je tombe sur ton bouquin et je me dis, tiens, j'ai envie d'essayer ça. J'ai envie d'essayer ça. Tout à fait. Donc, voilà, je me retrouve avec ton bouquin, je l'achète, voilà. Là, 22 €, je paye, je retourne chez moi. Ok. Je le prends dans quel sens? Du début à la fin, ou il y a une méthode, ou je fais quoi avec ça? Je connais rien en chakra, hein, moi. Alors, si c'est pour l'utiliser rapidement, oui. Bien sûr, c'est mieux de lire le début, l'explication, etc. Mais ensuite, il y a un tableau à l'intérieur du livre. Ce tableau pose les enjeux fondamentaux des chakras. D'accord. Avec ces enjeux fondamentaux des chakras, qu'est-ce qui, moi, me parle? Est-ce que dans ma vie, je suis préoccupé par le fait que, par l'injustice, par le fait de ne pas pouvoir m'exprimer? Ça va orienter vers le chakra de la gorge. Alors je cherche le chakra de la gorge et tout de suite, je vois qu'est-ce qui peut qu'est-ce qui répond à... Qu'est-ce que me dit le chakra de la gorge? À quoi il correspond? Est-ce que, par exemple, l'enfance que j'ai eue va correspondre? Est-ce que les difficultés corporelles ou les petits problèmes dont je souffre de santé ou les tensions que j'ai dans mon corps vont correspondre, etc. Et comme ça, et puis si ça correspond, ben voilà. Tout de suite, je peux faire quelque chose avec D'accord. Moi, je suis quelqu'un de timide. Je parle pas beaucoup. Donc, bon, j'ai vaguement entendu des gens qui me disaient « Ouais, tu dois avoir le chakra de la gorge qui est noué. » Donc voilà, moi j'ai acheté ton bouquin pour me dénouer le chakra de la gorge. Tout à fait. Mais est-ce que j'ai raison dans mon raisonnement? Alors, tu as raison dans le sens où c'est ton point de départ. Ouais. C'est-à-dire personne ne peut commencer à aller mieux sans commencer par le point de départ où il se sent pas bien. D'accord. Ça ne veut pas dire que ce chakra de la gorge, par exemple la timidité, qui fait qu'on ne parle pas beaucoup, ne va pas être relié plus en profondeur à d'autres chakras. D'accord. Par exemple, le deuxième chakra, ça arrive très souvent, parce que les deux sont en lien, qui est le regard des autres, le fait que peut-être à certains moments on t'a dévalorisé, ou tu as eu un peu honte, ou, etc. Voilà. Donc par exemple, ça ramène deux chakras. D'accord. Voilà. Deux chakras qui vont être perturbés. Mais ça m'intéresse beaucoup parce que ça, je l'ai constaté. Moi, j'ai vu des gens timides. J'allais dire, parler de quelqu'un de ma famille, mais je le... Donc j'ai vu quelqu'un de timide, qui a fait beaucoup pour ne plus être timide, qui est devenu un commercial, un représentant extrêmement doué et performant dans sa vie. Puis un jour, il s'est demandé quel était le sens. Et il s'est rendu compte qu'en réalité, sa timidité qu'il avait, c'est parce qu'il avait énormément besoin d'intériorisation. Et parce qu'il sentait extrêmement fort les personnes. Et ce jour-là, au lieu de chercher, même s'il avait fait tout ce chemin, comme je disais, qui lui a permis de résoudre sa timidité dans la vie, il s'est rendu compte qu'au fond, il n'avait pas très envie de parler, mais qu'il avait envie de sentir les personnes et d'être en lien plus profondément dans le cœur avec ces personnes. Et donc, il a amélioré sa vie en travaillant son chakra de la gorge, mais le vrai sens de sa vie, le vrai sens de sa timidité, c'était une énorme qualité d'intériorisation qui l'amenait à percevoir des choses que ne perçoivent pas forcément et à être en lien profondément et affectivement avec des personnes, beaucoup plus que peut-être quelqu'un qui a du bagou et qui sait parler facilement, mais qui sera peut-être
d'une certaine manière un peu plus superficiel dans ses relations. D'accord. Voilà. Bien. Bon, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Je pense que là, on a abordé le plus gros. Oui, puis comme ça m'a fait plaisir, j'ai pu parler de beaucoup de choses qui ne sont pas dans le livre. Donc je te remercie énormément, Gérard. Non, avec grand plaisir. Écoute, pour terminer, est-ce que tu aurais une idée, un conseil à donner à nos téléspectateurs? Le conseil principal pour moi, ce qui me tient à cœur le plus dans ce livre, c'est de dire les chakras, ce ne sont pas des choses, ce ne sont pas simplement comme des organes internes, des organes énergétiques. Ce sont des énergies que nous avons en nous. Et donc, ce que je pourrais dire, c'est les chakras, nous pouvons les appeler, leur demander de l'aide. Quand nous avons besoin d'aide, nous pouvons demander de l'aide. Et c'est ça que je voudrais dire, appeler ces forces qui sont à l'intérieur de vous, que sont les chakras, pour être plus authentique, plus confiant, plus spontané, plus enthousiaste, plus clairvoyant. D'accord. Bah écoute, ça sera le mot de la fin. Chers téléspectateurs, vous avez l'habitude, hein, en dessous la vidéo, vous avez vu, il y a un bandeau qui passe avec toutes les informations de contact. Si vous avez envie de poser à Jean-Louis des questions, vous pouvez lui écrire un mail. Si tu as un site internet, je suppose. Oui, mais c'est mieux par mail. Oui, non, mais si on veut voir tes stages, des choses comme ça. Je ne fais plus de stages du tout, je ne fais plus de soins qu'exceptionnellement. Je me consacre entièrement à l'écriture depuis que j'ai retransmis toutes mes activités à l'écriture et à ma famille. D'accord, voilà. Ok. Donc si vous avez des questions à poser à Jean-Louis, n'hésitez pas, envoyez-lui un mail. Vous pouvez aussi bien sûr, je vous conseille bien sûr vivement de liker la vidéo, parce que c'est important, le pouce vers le haut, mais en dessous vous avez aussi la possibilité de laisser des commentaires. Les commentaires, on les fera remonter à Jean-Louis, qui aura aussi le plaisir de vous répondre. Donc n'hésitez pas, et ben voilà, l'aventure va se terminer maintenant. Merci encore Jean-Louis pour ce moment agréable passé en ta compagnie. Merci à toi. Chers amis, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Au revoir. Au revoir. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la. Nous, on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien. Et donc, on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee. L'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis, et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc, je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.